Madame, Messieurs, bienvenue dans cette émission et meilleurs vœux à vous tous qui nous suivez de partout à travers le monde. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau le premier vice-président de l'ANAFEC, qui n'est autre que Godefroid Mwamba Mouchipakou, avec qui nous allons nous entretenir sur cette levée de notifications sur l'achat de cette levée de mesures de notification qui pesait sur la République démocratique du Congo sur l'achat des objets militaires au niveau international, qui a suscité une satisfaction au sein de la population congolaise et au sein du gouvernement et aussi au sein de l'ANAFEC, raison pour laquelle nous avons invité sur ce plateau Godefroid Mwamba pour que nous puissions en parler sur ce sujet. Nous parlerons également du processus électoral qui a déjà démarré depuis le samedi dernier. Donc voilà la raison de notre présence ici auprès de vous. Bonsoir et bienvenue dans cette émission, Monsieur Godefroid Mwamba. Bonsoir, bonsoir aux téléspectateurs. Meilleurs vœux à vous. Merci, bonne année à vous et bonne année aux téléspectateurs. Vous allez bien, j'espère. Oui, on va démarrer cette année sur le chapeau de roue. Parle-nous un peu, l'ANAFEC, comment est-ce qu'elle se comporte actuellement en cette période électorale, déjà le samedi. Est-ce que vous êtes déjà allé vous enrôler? Moi-même, je suis en train de l'envisager pour demain. Mais cependant, j'ai donné le mot d'ordre pour que dès les premières heures de samedi, et que nos membres puissent déjà être dans les bureaux, et ils sont là. Ils ont été déjà là depuis hier et ils continueront à fréquenter le bureau très tôt le matin parce que nous évitons que ce que nous avons vécu dans les processus qui sont passés où les gens ne se précipitent pas dans les bureaux, mais que vers la fin, on va voir des fils qui sont en train de s'allonger le jour de la fin de l'enrôlement. C'est pourquoi je profite de votre caméra pour pouvoir inviter tous les Congolais à être là à temps, à être là le matin, à pouvoir suivre les applications qui sont mises à la disposition de la population afin que l'enrôlement puisse se faire rapidement parce que le processus ici nous exige une certaine urgence compte tenu du calendrier que nous avons. Monsieur Godefroid, vous ne pensez pas que les mesures prises aujourd'hui par la CENI, est-ce que vous pensez que c'est pour faciliter ces processus ou bien pour quelque part bloquer? Parce que ce n'est pas tout le monde qui a quand même le téléphone et les applications là. Est-ce que vous pensez que c'est tout le monde qui aura accès à ces applications? Ou la facilité de manier ça? Non, il faut d'abord dire qu'il faut aller avec son temps. Il ne faudrait pas aller à une vitesse inférieure par rapport à la technologie que nous avons. Nous pensons qu'aujourd'hui, ça nous offre l'opportunité de nous faire enrôler déjà directement au niveau des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et la CENI s'est adaptée en nous donnant l'application. Et je pense qu'il ne faudrait pas faire de la résistance. Il faut accepter de vivre avec son temps. Et je suis sûr que cette mesure va permettre à ce que dans un premier temps, que nous puissions nous enrôler chez nous à la maison et que nous puissions finaliser ce processus d'enrôlement en arrivant au niveau de la CENI. D'ailleurs, la CENI a fait un effort pour que ceux qui viennent déjà avec le code QR puissent être reçus rapidement et qu'ils puissent rentrer à la maison. Et je pense que c'est une avancée technologique et cette avancée technologique va permettre va permettre la rapidité de l'opération d'enrôlement. Mais au niveau de l'ANAFEC, quelles sont les stratégies que vous avez prises pour permettre à ce que ceux qui auront des difficultés pour les aider et tout à pouvoir... dans un premier temps, nous avons pris notre matinée de samedi pour pouvoir expliquer aux gens comment pouvoir manipuler l'application. Et par la suite, nous avons disposé au niveau de chaque fédération d'une équipe de 2 personnes qui sont assez avisées, qui vont prendre les désidératas de ceux qui n'arrivent pas déjà à le faire pour pouvoir les aider à obtenir le QR avec lequel ils sont obligés d'aller dans le centre d'enrôlement afin d'obtenir leur capture et puis leur carte d'enrôlement. Mais après les différentes rencontres avec la CENI, est-ce que vous, le parti politique et l'ANAFEC, dont vous représentez ici, pensez-vous que ce processus électoral sera crédible, transparent et apaisé? Et je pense que le processus électoral, déjà dans sa conception, je veux ici saluer l'ancien abbé, M. l'abbé Malou, qui avait conçu un processus électoral qui non seulement est géré par ceux
qui ont la gestion de la CENI, mais aussi par la population congolaise. C'est pourquoi nous demandons à ce que la population soit prête à toute étape du processus électoral. Il nous est demandé non seulement d'aller s'enrôler, il nous est demandé aussi de suivre la manière dont l'enrôlement s'est fait, parce que chaque jour d'enrôlement, le bureau d'enrôlement est obligé de pouvoir afficher ceux qui ont été enrôlés, ce qui nous donne la responsabilité de visiter les bureaux d'enrôlement chaque soir pour se rendre compte, parce que les bureaux d'enrôlement sont situés dans nos quartiers, pour se rendre compte que les intrus ne se sont pas fait enrôler. Même les étrangers qui vivent avec nous, des fois, ils sont tentés de pouvoir s'enrôler, mais s'ils ne viennent pas avec 3-4 personnes pour pouvoir certifier leur nationalité, mais s'ils sont enrôlés par malheur ou par inadvertance, mais le lendemain matin ou le soir, la population est invitée à aller lire les listes d'enrôlement pour pouvoir dégager les noms qui ne sont pas les noms des Congolais, ou pour pouvoir avertir la CENI que tel et tel autre n'est pas congolais et qui ne devrait pas être dans le processus électoral. Et de ce fait-là, la CENI peut prendre des dispositions pour déjà extirper les non-congolais qui peuvent s'infiltrer dans le processus d'enrôlement de notre pays. Est-ce que vous avez encore autre chose à ajouter par rapport à ce sujet sur le processus Non, il ne me reste électoral? seulement qu'à pouvoir rappeler à la population congolaise et surtout particulièrement aux membres de l'ANAFEC et aux habitants de Kinshasa et particulièrement aux habitants de Moamba d'aller se faire enrôler et de ne pas attendre la dernière minute, de s'enrôler davantage maintenant pour qu'à Moamba nous ayons beaucoup plus de sièges à la députation, à toutes les députations et même à la représentation municipale. Je voudrais ici attirer l'attention sur le fait que ces élections ici ne concerneront pas que le chef de l'État, ne concerneront pas que les députés nationaux, concerneront aussi les députés provinciaux, mais surtout les conseillers municipaux et les conseillers urbains. Donc là, nous avons des opportunités de pouvoir nous exprimer, même sur ceux qui vont gérer nos localités, nos quartiers, nos communes, ainsi de suite. Et c'est de cette façon-là que la démocratie est en train d'avancer. Je voudrais en profiter pour féliciter le chef de l'État, qui est en fait, à notre avis, le champion de la démocratie, parce qu'il a ajouté un pas de plus vers la perfection de notre système électoral. Donc félicitations au président de la République, chef de l'État, qui va incarner davantage la démocratie dans notre pays. Aujourd'hui, l'embargo qui pesait sur la République démocratique du Congo, sur l'achat de munitions, vient d'être levé au niveau du Conseil de sécurité, pas plus tard qu'au début de cette semaine. Ça a suscité une joie parfaite au sein de la population et aujourd'hui au niveau de notre gouvernement. Est-ce que vous pensez que ça nous le soulagement que vient de souffler aujourd'hui la RDC par rapport à cet embargo? Non, il faut d'abord reconnaître les efforts qui ont été menés, et particulièrement par le chef de l'État, par le Premier ministre Sama Lukonde et par le ministre des Affaires étrangères, l'excellent Lutundula, que vous avez vu à tous les fronts pour pouvoir exprimer le point de vue de la population. Je voudrais aussi ici ne pas passer sous silence toutes les marches auxquelles nous avons participé pour dénoncer cette injustice internationale qui faisait en sorte qu'on puisse nous interdire d'acheter librement les armes afin de pouvoir nous défendre. Donc il faut dire que c'est une joie pour nous. C'est une joie, mais aussi un peu de tristesse, dans le sens que nous avons vu certaines autorités de certains pays, sans les citer, c'est la France, qui se félicitent d'avoir tout fait pour que cet embargo soit levé au niveau du Conseil de sécurité. D'ailleurs, ils disent à l'unanimité. Donc cela veut dire que ces membres du Conseil de sécurité et même cette autorité française est en train de montrer qu'elle était effectivement consciente qu'ils étaient en train de contribuer à la guerre contre la République démocratique du Congo et qu'aujourd'hui cette levée que eux aussi saluent nous démontre réellement, nous peuple congolais, que nous faisons l'objet d'un complot international et que nos efforts de s'exprimer ont permis à ce que, et la diplomatie agissante ont permis à ce que aujourd'hui cet embargo soit levé. Là, en somme, nous, les Congolais, de notre regard, nous constatons que le monde entier était ligué contre nous, n'eût été le fait que nous nous sommes exprimés davantage pour pouvoir condamner le Conseil de sécurité des Nations Unies, cet embargo ne serait jamais levé. Mais entre nous,
Godefroid Mwamba, est-ce que vous pensez que ce sont les différentes marches qui ont été organisées dans le pays et le soulèvement des acteurs politiques, entre autres, nous avons vu plusieurs partis politiques marcher, les sénateurs s'est levé pour hausser le ton. Est-ce que vous pensez que ces résultats-là est le fruit de ces réactions? Évidemment, parce que vous savez que le chef de l'État avait demandé à ce qu'il y ait unanimité au niveau de la classe politique, et nous avons senti l'unanimité de la classe politique. Au niveau des forces sociales et des leaders sociaux, nous avons vu les prêtres, nous avons vu les pasteurs, nous avons vu les membres de la société civile sur la rue pour pouvoir crier très fort de l'injustice que nous sommes en train de subir. Mais je me dis que ce n'est pas encore fini. Parce qu'ils ont aujourd'hui enlevé l'embargo qui nous interdisait d'acheter les armes, mais ils continueront toujours à vouloir imposer leur plan de balkanisation de la République démocratique du Congo. Et nous pensons que cette société civile, avec les politiques, avec tous les leaders qui se sont exprimés, ils ont encore le devoir de se battre parce que l'injustice l'injustice mondiale ne permet pas à la République démocratique du Congo de pouvoir se développer. Et aujourd'hui, parce qu'on a accepté que l'embargo a été levé, mais parce qu'il y a des rapports des Nations Unies, le rapport sur le mapping par exemple, mais ce rapport-là démontre que non seulement qu'il y a eu l'injustice, mais qu'il y a eu des massacres. Et qu'il y a des responsables qui ont été identifiés. Mais à quoi servent tous ces rapports-là? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que toutes les personnalités qui ont été citées dans ces rapports n'ont pas été sanctionnées. C'est pourquoi je demande à ce que la population congolaise, je demande à ce que les leaders congolais, je demande à ce que les leaders sociaux comme les leaders politiques restent unis autour du chef de l'État pour que finalement la justice soit rendue à toutes ces populations qui sont victimes, non seulement à l'est de notre pays, mais sur l'ensemble de notre pays. Parce que si aujourd'hui la République démocratique du Congo n'est pas développée, si aujourd'hui nous avons des problèmes de santé, si aujourd'hui nous avons des problèmes de l'eau, si aujourd'hui nous avons tous ces problèmes, c'est parce que seulement à un certain moment, les gens ont décidé de ne pas laisser la République démocratique du Congo se développer comme tous les autres pays, mais ils ont comploté pour qu'il y ait la balkanisation. Ce qui fait que tout l'argent, tous les fonds qui étaient destinés au développement de notre pays ont été dirigés vers la guerre. Et vous savez ce que coûte la guerre. Et chaque fois quand des jours se passent, c'est des millions de dollars qui devraient servir à soigner la population, qui devraient servir à scolariser les enfants. Ce sont ces millions de Congolais, de millions plutôt de dollars et de francs, qui vont être dirigés vers la guerre, et ils ont freiné totalement le développement de notre pays. Et dans ce frein de développement, il y a quand même des responsables. Je voudrais revenir ici sur ce rapport pour dire qu'il doit y avoir une justice internationale pour pouvoir sanctionner ceux-là qui sont des auteurs de ce massacre que nous connaissons très bien, et particulièrement, nous savons que c'est le Rwanda et son président, le régime rwandais, pas les Rwandais, le régime rwandais qui a été à la base de tous ces massacres que nous connaissons, et j'exige à ce que la communauté internationale puisse pouvoir aller jusqu'au bout de sa logique. C'est bien d'élever l'embargo, mais c'est surtout bien de rendre justice à cette population qui a été massacrée, à ces femmes qui ont été violées, à ces enfants qui ont été tués, qui aujourd'hui continuent à errer dans les brousses pendant toute cette saison de pluie. Ils sont là en train de dormir à la belle étoile parce qu'ils ont été délogés de chez eux par ces rebelles qui sont instrumentalisés par le Rwanda. Et le Rwanda lui-même est instrumentalisé par ces forces dont j'ai parlé, qui sont dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Je voudrais dire ici que les Congolais doivent aller au-delà de plaintes. Il est vrai que tout cela a été fait contre la République démocratique du Congo, mais c'est ici l'occasion de comprendre que notre diplomatie doit changer de paradigme. Cette diplomatie traditionnelle doit être abandonnée vers la diplomatie révolutionnaire qui puisse permettre à ce que nous puissions gager tout ce que nous avons dans le destin de la grandeur de notre pays. Mais selon vous, qu'est-ce qui se cacherait derrière cette implication de la France par rapport à notre situation, par rapport à cette levée de sanctions ou bien de notifications? Est-ce que ce sont des raisons économiques ou bien ce sont des raisons migratoires?
Et quand nous regardons d'abord d'une manière globale, c'est un combat de positionnement des grandes puissances, dont les États-Unis. Et vous comprenez bien que les États-Unis, après la Deuxième Guerre mondiale, ont organisé le Conseil de sécurité de telle sorte que tous les pays puissent défendre les intérêts américains et non pas les combattre. C'est comme ça que les États-Unis d'Amérique, avec leurs valets qui sont des Occidentaux, les ont accompagnés dans beaucoup de massacres à travers le monde. Regardez l'injustice qu'il y a au Moyen-Orient. Ça vient de quoi? Ça vient du fait que les intérêts pétroliers, les intérêts énergétiques américains doivent être sauvegardés par les pays du Golfe. Et quand vous regardez les pays asiatiques, mais dans la plupart des pays asiatiques, c'est la stratégie militaire du contrôle du monde qui compte, malgré toute la situation qui sont là. Regardez en Afrique. Tout ce qui se passe en Afrique vient du fait que le positionnement américain par rapport au contrôle du monde a fait qu'on a changé beaucoup de dirigeants, on a tué à travers l'Afrique. Vous avez Patrice Emery Lumumba dans notre pays, mais s'il a été assassiné, mais c'est parce que les États-Unis, il ne convenait pas aux États-Unis. D'ailleurs, on l'avait même accusé d'être communiste, lui qui n'a jamais été communiste, qui d'ailleurs, pour l'histoire, était membre d'un parti libéral. Mais regardez les Kwame Nkrumah, regardez tous ces gens-là, ils ont été tués. Mais de plus proche de nous, Laurent Désiré Kabila. Sans parler de Mobutu qui a dit qu'on l'a poignardé dans le dos. Et vous savez toutes les tractations qui ont précédé la mort de Mobutu. Et que si aujourd'hui Mobutu s'est réveillé pour nous dire quels sont les engagements qu'ils avaient pris avec les Américains, comment est-ce que ces Américains l'ont trahi, en tout cas, nous serons ébahis vers les cruelles relations que les États-Unis entretiennent contre la République démocratique du Congo. Mais nombreux se poseront la question, mais pourquoi les États-Unis peuvent-ils s'en prendre à la République démocratique du Congo? Mais oui, parce que le destin de la République démocratique du Congo, c'est sa grandeur. C'est la grandeur que l'Amérique a peur parce qu'aujourd'hui, avec la décadence de la civilisation occidentale, il y a des puissances qui émergent, qui sont des puissances asiatiques, qui sont des puissances, la puissance russe par exemple, et on craint qu'en Afrique, qu'il y ait une puissance qui émerge, laquelle puissance va demain concurrencer la grande puissance qui est actuelle, qui est les États-Unis. Et les États-Unis restent conscients qu'on ne reste pas puissant éternellement. Un jour, on va s'affaiblir et les moins forts vont pouvoir gagner en puissance et dominer le monde. C'est pourquoi les États-Unis ont commencé d'abord à balkaniser, je peux utiliser ce terme, l'URSS. L'URSS qui a disparu. Mais la Russie est restée vivante. Et la Russie s'est reconstituée. Et aujourd'hui, on fait un effort, d'abord en Europe, pour pouvoir diviser. Non, d'abord pour diviser davantage l'Europe. On a divisé davantage l'Europe. Où est la Yougoslavie? Aujourd'hui, c'est le Kosovo, la Serbie, et tous ces pays-là ont été divisés dans la stratégie américaine de pouvoir s'imposer en Europe. Et c'est cette stratégie qui fait qu'on a instrumentalisé aujourd'hui l'Ukraine pour pouvoir attaquer la Russie. Parce que la Russie est une puissance au niveau de l'Europe. Donc aujourd'hui avec cette mesure, avec cette levée de l'embargo sur l'achat d'armes, on peut dire qu'aujourd'hui la RDC est permise à aller vers n'importe quel pays pour acheter ces armes. Entre autres la Chine, la Russie, la Corée, et donc rien ne sera bloqué. Rien ne sera bloqué, ou même, en fait, on ne peut pas dire que rien ne sera bloqué, madame. C'est ce que je vous explique. Les États-Unis, tant qu'il y a un pays qui soit grand dans le monde, constitue une menace. Donc elle sera conditionnée alors? Oui, ça sera conditionné. Les États-Unis, en fait, l'Afrique et la République démocratique du Congo doit faire un effort pour pouvoir s'imposer à ce niveau-là, afin que sa volonté puisse triompher dans l'achat d'armes à travers le monde. Mais je voudrais aussi insister ici sur le fait que la République démocratique du Congo doit avoir une diplomatie de puissance, une diplomatie révolutionnaire. Je veux dire quoi? Je vais dire par exemple notre uranium. Aujourd'hui, nos mines d'uranium sont contrôlées par les États-Unis. Au nom de quoi? Pendant que le Niger est en train d'exploiter son uranium, pendant que le Bénin sont en train d'exploiter leur uranium, pourquoi ici, notre mine de Chinkolobwe doit être gardée et surveillée constamment par les États-Unis?
que craignent les États-Unis par rapport à la gestion de notre uranium. Pendant que la France exploite l'uranium au niveau du Niger, au niveau de tous les pays sahéliens. Mais c'est pourquoi moi je dis que nous devons changer de paradigme diplomatique. Les changer d'abord pour mettre toute la richesse que nous avons au service de la puissance de la nation. Et si nous avons maintenant une nation puissante, en ce moment-là, nous pouvons aller très loin. Donc, notre uranium doit servir à ce que l'armement de la République démocratique du Congo puisse créer une dissuasion, en sorte qu'aucun pays ne puisse venir attaquer la République démocratique du Congo, des États-Unis soient-ils. Nous devons faire en sorte que nos minéraux puissent servir, alimenter notre industrie, et notre industrialisation doit commencer par l'industrie d'armement pour nous permettre de protéger même le reste des richesses. Au-delà de ça, parce que la guerre n'est pas que militaire, la guerre n'est pas que industrielle, mais la guerre est culturelle. Mais regardez ce que font tous les groupes de médias France Monde. Vous avez la RFI, vous avez la TV5, vous avez la France 24. Mais tous ces médias sont en train de polluer nos mentales pour démontrer que davantage les Congolais sont incapables de gérer leur propre pays et qu'il faut balkaniser le pays. J'ai été ahuri à plusieurs reprises de constater que la RFI était en train d'annoncer la chute de Goma pendant que le rebelles de MM23 avec leur chef rwandais n'étaient pas à la porte de Goma. Mais RFI nous a balancé pendant des semaines entières que bientôt Goma va tomber et finalement Goma n'est pas tombé jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Parce que ces gens-là nous polluent. Il faut que la République démocratique du Congo, et je propose à ce que le ministre de la Communication comprenne autrement les choses, qu'il sorte de la communication traditionnelle. Et moi, je lui propose que tous ces décodeurs qui nous amènent ces presses étrangères puissent être taxés. Supposez que par exemple à Kinshasa, sur 17 millions d'habitants, qu'il y ait 5 millions de décodeurs. Et que si chaque décodeur devrait, parce que je prends mon cas, je paye au moins $40 par mois pour le décodeur, pour les chaînes étrangères, mais si on prend seulement $1 par décodeur, nous aurons 5 millions de dollars. Et en ce moment-là, l'industrie de l'audiovisuel congolaise devrait être alimentée, financée par ces fonds-là, d'abord pour pouvoir faire rayonner la diplomatie de la République démocratique du Congo en expliquant à travers le monde que le Congolais n'est pas médiocre et que d'abord le Congolais a vaincu les États-Unis parce que depuis 1960, les États-Unis ne sont pas arrivés à balkaniser la République démocratique du Congo et pourtant ils ont réussi au Soudan. Ils ont réussi au Soudan, ils ont réussi en Éthiopie, ils sont arrivés en République démocratique du Congo. La nation congolaise, le ciment de la nation congolaise a fait qu'aujourd'hui, ils sont à découvert et tout le monde sait que c'est lui qui travaille. Ceux qui travaillent pour la balkanisation du Congo, c'est les États-Unis. Je voudrais en finir ici pour inviter tous les Congolais à être conscients de cela. Oui. Je reviens à l'industrie de la communication ou l'industrie de l'audiovisuel pour dire que dans notre pays, nous avons des excellents journalistes. Mais nous sommes émiettés. Nous avons plus de 100 chaînes de télévision. Mais cela démontre quoi? Cela démontre que de cette manière-là, on ne saura pas imposer notre vision à travers le monde. Il suffit seulement que l'État congolais, avec ces taxes dont je parlais de 5 millions de dollars par an, puisse pouvoir organiser l'audiovisuel. Et nous avons des gens compétents dans notre presse, capables de pouvoir gérer l'audiovisuel en République démocratique du Congo. Je ne veux pas citer les noms des gens et vous les connaissez. Vous allez du côté de la radio. Nous avons des Congolais assez intelligents qui sont venus dans cet espace ici, qui ont canalisé l'action de la radio. Et aujourd'hui, il y a une radio congolaise qui domine même certaines radios étrangères qui ont balayé notre média depuis très longtemps. J'ai vu les Nations Unies sont venus ici chez nous, ils ont phagocyté Radio Okapi à tel point que la Radio Okapi est devenue la voix de ceux qui veulent la balkanisation de la République démocratique du Congo. Heureusement qu'il y a eu Top Congo pour pouvoir contrebalancer. Toutes ces expressions d'intelligence et du génie congolais, nous devons faire un effort pour les mettre ensemble. Au lieu d'avoir 100 chaînes de télévision, qu'on ait 2, 3, 4 chaînes de télévision et sponsoriser et
managé par l'État congolais, financé par l'État congolais, pour que nous puissions imposer non seulement la vision du Congo, mais aussi la richesse que nous avons, la richesse immatérielle de la République démocratique du Congo. Je parle ici de la musique, je parle ici du cinéma, je parle ici de toute notre historique et même de la cohésion culturelle que nous avons qui doivent être vendus à travers le monde. Ok, je comprends que c'est un sujet qui suscite vraiment de l'intérêt, mais restons toujours dans ce sujet pour passer à d'autres également. Aujourd'hui, nous avons vu la France s'impliquer, mais dans l'entretemps, il y a la Grande-Bretagne qui ouvre ses portes aux migrants d'aller vers le Rwanda. Qu'est-ce qui se cache derrière cette action et réaction en même temps? Est-ce qu'il y a une cohésion entre les deux pays par rapport à cette levée de mesures de notification? Et dans l'entretemps, on a suivi également le président rwandais qui déclarait dans le temps, il n'y a pas plus longtemps, 35 millions de réfugiés congolais là-bas dans son pays, mais le 21, pas plus tard que le 21 décembre, il a déclaré que le réfugié congolais serait à la hauteur de 80 000 réfugiés au Rwanda. Est-ce qu'il n'y a pas, un anguille sur roche par rapport à ce sujet? Madame, vous revenez à quelque chose... Rapidement, parce qu'on doit passer à Vous autre revenez à sujet. quelque chose de révélatrice. D'abord, la première chose, je peux parler de la Grande-Bretagne, qui aujourd'hui a envoyé un de ses enfants, ça veut dire Paul Kagame, pour pouvoir attaquer la République démocratique du Congo. Et comme ils ne savent pas gérer le problème d'immigrants chez eux, ils oublient que c'est eux qui ont immigré à travers le monde, mais ils commencent à prendre les immigrés pour les amener, en fait, en République démocratique du Congo en passant par le Rwanda. Et cela, c'est aussi un acte d'agression contre notre pays, mais nous leur disons que la République démocratique du Congo a des enfants qui sont capables de la protéger. Et nous protégerons notre pays, quelle que soit leur puissance. Quelle est la politique aujourd'hui que doit appliquer la RDC? Est-ce que c'est la politique d'Autriche? Non, ou bien... j'ai dit que tout doit converger vers la puissance. Tout doit converger vers la puissance. Je l'ai bien dit, même nos minéraux doivent être mis au service de la puissance de la République démocratique du Congo, d'abord pour créer la dissuasion, avant de pouvoir être capable de nous battre. Nous avons les hommes pour nous battre. Nous sommes à 100 millions d'habitants, nous pouvons lever une armée d'1 million d'habitants et protéger notre pays. Et je voudrais ici rappeler que la Grande-Bretagne, avec sa reine aujourd'hui, son roi, ont été à la base des massacres à travers le monde. Donc ce qu'ils ont fait en Inde, ce qu'ils ont fait en Amérique, parce que l'Amérique n'est pas l'Amérique des Occidentaux, c'est l'Amérique des Indiens, ce qu'ils ont fait au Canada, et ça a été fait avec la royauté britannique. Aujourd'hui, ils ont échoué dans tout ce camp et ils veulent revenir en République démocratique du Congo pour nous amener les émigrés au lieu de les intégrer dans leur pays. Et de ce côté-là, cela montre la proximité entre le régime rwandais avec la royauté qui est en fait, c'est eux qui dirigent le monde. La deuxième chose que je voulais dire par rapport à la francophonie, il a été ahurissant, et je ne vois pas un Congolais qui puisse l'accepter, qu'une femme qui a été dans le régime Kagame du Rwanda, qui a planifié les massacres dans notre pays, qui ont planifié la balkanisation de notre pays, soit élue secrétaire général de la francophonie. Et pourtant, le plus grand pays de la francophonie, c'est la République démocratique du Congo. Et il est ahurissant même d'entendre la ministre qui est chargée de la coopération du développement, une autorité française qui est passée en République démocratique du Congo, quand on lui pose par un journaliste cette question de savoir pourquoi est-ce qu'une anglophone qui vient du Rwanda peut être secrétaire général aux Nations Unies, il dit la France participe en fait à l'organisation de l'OIF comme tous les autres pays, 80 pays, donc la France n'a pas de responsabilité. Mais la France au moins reconnaît qu'elle a la responsabilité d'avoir guidé en fait, une résolution au niveau des Nations Unies pour la levée de l'embargo. Ça, c'est une manière de prendre des Congolais comme des moins que rien. Mais quelle est l'alternative aujourd'hui si la RDC quittait l'OIF?
quelle est l'alternative? D'abord, Parce qu'on a vu d'autres pays. Madame, oui. Il faut d'abord dire qu'aujourd'hui, la France gagne tout de la République démocratique du Congo par rapport à notre participation à la francophonie. Nous sommes 100 millions d'habitants, c'est nous qui parlons plus français que les Français eux-mêmes. Déjà, dès que nous quittons, la civilisation ou la langue, la culture française, la langue française va s'amoindrir davantage à travers le monde. Mais cela nous donne un avantage, nous, la République démocratique du Congo. Nous avons 4 langues nationales. C'est pourquoi nous avons demandé que ces 4 langues nationales soient élevées en langue officielle. Et c'est possible d'être élevé en langue nationale, en langue officielle, ce qui permettra à ce que facilement nos enfants qui apprennent en Chiluba, en Lingala, en Swahili, en Kikongo, soient capables de comprendre le plus rapidement les notions scientifiques afin de leur permettre d'exprimer leur génie et pour que demain l'intelligence de la création de l'invention puisse revenir en République démocratique du Congo. Il faut dire que nous n'aurons pas beaucoup de difficultés. Il y a déjà le Swahili qui prend la moitié de la République démocratique du Congo, mais dont tous les documents scientifiques sont déjà traduits en Swahili. Mais par rapport aux enjeux mondiaux, est-ce que doit-on se limiter toujours à nos langues nationales, ou bien on doit s'allier aujourd'hui par exemple au Commonwealth, ou bien à d'autres structures? Madame, vous êtes sans ignorer qu'il y a aujourd'hui des logiciels, des applications de traduction des langues. Par contre, ça va nous permettre à ce que nous puissions non seulement raffermir nos langues, mais commencer maintenant à exporter nos langues vers d'autres pays. Mais si moi je parle en Chiluba et que demain, en étant aux États-Unis, je continue à parler en Chiluba, réfléchir en Chiluba, je danse en Chiluba, je parle en Chiluba, mais il y a un logiciel de traduction de mon Chiluba vers l'anglais et je n'aurai aucune barrière. La même chose que le Swahili, la même chose que le Kikongo, la même chose que le Lingala. Donc, au moins ça nous donne l'avantage de réfléchir dans nos langues maternelles. Et que celui qui réfléchit dans la langue maternelle, il a une avance, il a une longueur d'avance sur la créativité de son cerveau et ça lui permet de ne pas perdre du temps, ni dans les études, ni dans l'expression de son génie. Donc ici, je reviens pour en appeler la responsabilité du chef de l'État, la responsabilité du ministre des Affaires étrangères, la responsabilité du chef du gouvernement pour qu'il puisse nous sortir dans cet organisme de la honte qui est la francophonie, qui en fait ne nous sert de rien, mais à qui la République démocratique du Congo donne tout. On dit que dans les relations internationales, il n'y a pas d'amis, il n'y a que d'intérêts. La France a beaucoup d'intérêts par rapport à ce que nous soyons dans la francophonie, mais elle n'a pas, le Congo n'a pas d'intérêt à rester dans la francophonie. Mais la France elle-même, je ne sais pas si elle a une diplomatie qui réfléchit comment, parce qu'un pays comme le Rwanda, qui vient de sortir de la francophonie, je ne vois pas au nom de quoi doit-on lui donner le secrétariat général des Nations Unies, si ce n'est que peut-être pour vendre le plan de balkanisation de la République démocratique du Congo. Au nom peut-être de sa diplomatie agissante. Non, c'est pour vendre la balkanisation de la République démocratique du Congo dans les pays francophones. C'est à cause de cela qu'on a élu une secrétaire générale des Nations Unies, en fait une secrétaire plutôt générale de l'OIF, qui est ici, qui est planificateur de la balkanisation des États-Unis. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'une des raisons que l'Union européenne a donné le 20 millions de dollars américains à l'armée rwandaise? Madame, vous constatez avec moi que l'Union européenne donne 20 millions de dollars pendant que l'armée rwandaise à laquelle on a donné l'argent est massacre à Kishiché, massacre à Tomboua, massacre dans le Bunagana. Mais pensez-vous qu'on leur a donné gratuitement ou c'est pour gratifier le massacre qu'ils ont commis sur le sol congolais? Les mêmes Européens qui aujourd'hui imposent des sanctions à la Russie parce que la Russie a attaqué l'Ukraine ou la Russie se défendant est en Ukraine, mais comment est-ce qu'eux-mêmes, dans cette même logique-là, se permettent de financer un pays dont ils connaissent très bien que ce pays massacre en République démocratique du Congo? C'est pourquoi, du point de vue du Congolais que je suis, l'Union européenne est le sponsor numéro 1 du massacre de la République démocratique du Congo, parce que l'Europe entière et l'Union européenne sont au service des États-Unis, lesquels États-Unis craignent la République démocratique du Congo et la puissance
de devenir de la République démocratique du Congo parce que celle-ci représente un danger pour les États-Unis. Je voudrais rassurer les Congolais que cette position des États-Unis ne doit pas nous faire peur parce que nous avons résisté depuis l'indépendance, nous ne sommes pas balkanisés parce que nous sommes restés unis entre nous. On a essayé de nous opposer entre les 450 tribus, on n'a pas trouvé des failles dans l'unité nationale. Et aujourd'hui, il recourt à des notions d'ethnique qui dépassent la réalité de la République démocratique du Congo pour dire qu'il y a des minorités, pendant que tous les Congolais sont des tribus minoritaires du fait que nous sommes à 450 tribus dans notre espace. Donc je pense que cette notion d'insuffler à certains Congolais qu'ils sont supérieurs à tous les Bantous fait aussi partie du jeu de l'Amérique pour pouvoir balkaniser la République démocratique du Congo. Et je salue la population de l'Est, je salue la population de toute la République démocratique du Congo qui a compris que ce jeu-là ne peut pas nous amener à la division du pays, mais plutôt que nous nous battrons goutte par goutte, nous nous battrons jour pour jour pour pouvoir défendre notre pays. Il y a 2 fois que j'entends un certain argumentaire ridicule qui dit que tel ou tel Congolais aurait signé des accords avec le régime rwandais. Mais le régime rwandais, tout comme les autres régimes du monde, ils savent très bien que pour engager une nation, pour engager un pays, il faut en avoir le mandat et en avoir la compétence. Même une simple parcelle ne peut pas être vendue tant qu'on n'en détient pas le titre ou tant qu'on n'en a pas la compétence. Comment peut-on penser qu'un Congolais, soit-il Laurent Désiré Kabila, soit-il Joseph Kabila, soit-il, je ne sais pas, président de la République, soit capable de vendre la République démocratique du Congo sans en détenir la compétence? Et puis la compétence est d'attribution. Donc je pense que s'il y a un organe qui peut vendre la République démocratique du Congo, c'est le Congrès de la République démocratique du Congo qui fait le Sénat et le Parlement réunis. Mais vous allez entendre même ceux qui sont des idéologues de l'Occident qui vous disent non, il faut respecter les accords. Respecter les accords signés entre qui et qui a vendu sa parcelle ou qui a vendu ses cacahuètes. Mais il s'agit ici de tout un pays de 2 345 km² qui ne peuvent pas être vendus par aucun Congolais. Et je demande à ceux qui pensent qu'ils peuvent acheter le Congolais, le jour où un Congolais soit capable de vendre la République n'est pas encore arrivé et n'arrivera jamais parce que notre pays est un bien de 100 millions de Congolais qu'aucun Congolais ne peut être capable de vendre, même s'il est ivre. Monsieur Godefroid Mwamba, nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. En tout cas, chers téléspectateurs, vous avez vu comment est-ce que ces sujets ont suscité vraiment de l'intérêt. Et je crois que vous avez également aimé. Et je crois nous allons nous retrouver prochainement. Bonne fête chez vous. Au revoir.